Merci. Bonne journée à vous. On sera dans toutes les régions. Est-ce que je peux vous donner un fax? Oui, bien sûr. C'est une bonne journée. Allez, au revoir. Madame, je vois que vous êtes très occupée là. On déguste. D'accord, je vous laisse déguster alors. Bonjour Pierre Gentillet, nous sommes actuellement dans votre circonscription dans le Cher. Vous êtes devenu ces dernières années une personnalité politique de droite, notamment par le biais de CNews. Pourquoi est-ce que vous avez passé le cap de l'engagement politique ? Oula, j'ai passé le cap de l'engagement politique pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense qu'un mouvement politique se présentait. C'était le moment de la dissolution nationale et la dissolution nationale a complètement rebattu les cartes. Si vous voulez, maintenant, on voit bien qu'on a changé de monde. Et peu importe le résultat qui va sortir de ces élections législatives, je pense vraiment que là, la Macronie, ça va sérieusement s'arrêter. En tout cas, je le souhaite et je le sens. Je le sens beaucoup sur ma circonscription. Et puis aussi parce que depuis très longtemps, je me posais régulièrement la question de savoir si je franchissais le pas, quoi. Donc j'ai pris cette décision, je l'ai pris immédiatement. On m'a appelé le lundi matin, j'ai répondu directement. Et voilà, et maintenant c'est un changement de vie complet. Bon. C'est un changement de vie sur tous les plans, parce que c'est pas seulement que je passe de commentateur à acteur politique, c'est aussi qu'il y a une partie de ma vie professionnelle, parce que ça je le dis maintenant, mais ma vie professionnelle, ce n'était pas de faire le commentaire d'actualité sur le plateau de télévision. C'était mon métier d'avocat. Or, mon métier d'avocat, compte tenu de l'exigence horaire du métier de parlementaire, si demain je suis parlementaire, mon métier d'avocat, bon là pour la campagne encore plus, mon métier d'avocat sera suspendu. Je serai omis du barreau temporairement. Donc c'est un grand changement. Bon voilà, ensuite ça c'est des éléments personnels. Mais voilà, je sens qu'il y a un moment politique pour porter nos idées. Là je suis en Berry et dans Berry j'ai vu les résultats. Ça a très bien voté évidemment pour le Rassemblement national aux élections européennes et à l'élection présidentielle. Dans la circonscription où je suis, Marine Le Pen a fait plus de 50%. Et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi quand je discute avec les gens. Vous l'avez vu notamment ce midi quand on était au marché. Alors, vous êtes avocat, comme vous le disiez, et vous avez vous êtes fait une spécialité quelque part de parler de droit, d'institutions, de l'état de droit et du gouvernement des juges notamment. Ouais, pas l'expression gouvernement des juges, mais je comprends ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, quelque part, est-ce que l'accession de Jordan Bardella à Matignon, ça peut changer des choses sur ces thématiques dont vous avez souvent parlé, justement? Alors, oui et non. Je vais répondre tout de suite très clairement. C'est-à-dire qu'il faut bien penser une chose. Si Jordan Bardella demain est le Premier ministre, ce que je souhaite ardemment, et c'est la raison pour laquelle je suis candidat, et pour lui apporter une majorité absolue, évidemment, nous aurons des leviers qui sont des leviers gouvernementaux, donc puissants, pour améliorer la vie des Français en matière de pouvoir d'achat, bien sûr, mais aussi en matière d'insécurité et bien sûr en matière migratoire. Les sujets sur lesquels, effectivement, on ne pourra pas aller, c'est les sujets institutionnels qui nécessiteraient les pouvoirs du président de la République, à moins qu'Emmanuel Macron décide de démissionner. A priori, pour l'instant, le président de la République, il n'a pas l'intention de démissionner. Mais bon, il n'avait pas l'intention de dissoudre avant, qui sait, peut-être qu'il va décider de démissionner. Pour autant, il faut bien avoir conscience d'une chose. C'est là-dessus que moi, je vais être très attentif. Je ne sais pas encore si demain je suis parlementaire exactement, dans quelques jours je pourrai travailler. Je ne mets pas la chaudière dans les bœufs. Il y a une élection à faire. Je débarque. Donc si vous voulez bien, je m'interroge d'abord sur mon élection. Mais dans cette perspective, il est certain qu'une partie des lois que nous allons passer au Parlement nécessiteront une technicité juridique de manière à passer sous les fourches codines d'un Conseil constitutionnel qui, lui, sera intransigeant, impitoyable, à l'encontre des lois que nous allons faire passer, et en particulier en matière migratoire. Le Conseil constitutionnel, vous savez, présidé par Laurent Fabius, est clairement dans une position politique et hostile à notre rencontre. Il a censuré, vous le savez, la loi immigration sur un prétexte tout à fait fallacieux. J'ai beaucoup évoqué ce sujet, ce qu'on appelait des cavaliers législatifs. Ça terrorise tout le monde, on pense que c'est un problème de forme. Ce n'était pas un problème de forme. Je ne veux pas entrer ici dans la technique, mais je vais vous faire comprendre une chose. C'est que si on ne s'intéresse pas à la technique juridique, si on ne met pas la main dans le cambouis, et qu'on se rend compte que finalement c'est pas si technique, c'est pas si juridique, c'est très politique, le Conseil constitutionnel le fera pour nous et nous censurera. Donc, moi je dirais que l'attention que je porterai aussi
ce sera vis-à-vis de ça. Ce sera vis-à-vis de Sur la technicité des textes, donc. la technicité des textes sur un plan juridique, tout dépend sur quoi je travaille. Effectivement de faire en sorte que le Conseil constitutionnel puisse ne rien avoir à dire, parce qu'il ne faut pas lui donner du grain à moudre. Ensuite, il y a des sujets que je vais porter qui sont propres à ma circonscription. Alors lesquels, par exemple? Le sujet numéro 1, c'est la désertification rurale. Vous êtes ici dans le Cher. Dans le Cher, vous avez 62 médecins pour 100 000 habitants. En France, en moyenne, c'est 150 médecins pour 100 000 habitants. Vous voulez prendre rendez-vous chez un ophtalmo, vous en avez pour 8 mois. Voilà, donc si vous voulez, on ne s'installe pas facilement dans des lieux comme ça. C'est pour ça que malheureusement, il y a des petites communes qui se vident, il y a des classes qui ferment. Je serai là dans quelques jours devant une école qui a vu une de ses classes fermées il y a quelques mois. Donc, il y a un sujet de l'abandon de cette France, qui pourtant est une France, et ça je le disais quand j'étais sur les plateaux de télévision, qui paye ses impôts, qui vit honnêtement. Mais vraiment honnêtement, il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas de délinquance ici. Enfin, malgré la pauvreté. Je mets de côté Vierzon et Bourges, mais c'est pas ma circonscription pour Vierzon et une toute petite part Bourges, mais malgré la pauvreté, il n'y a pas de délinquance ici. Vous pouvez vous balader là, on sort du bar PMU, il est 18h, il est 20h, 21h, il n'y a aucun problème. Les femmes peuvent sortir le soir, il n'y a pas de sujet. Par contre, dans d'autres endroits, ce n'est pas possible. Voilà, et bien cette France-là, elle vit honnêtement, et on lui prend énormément, et on lui donne très peu. Moi, je veux représenter ces gens. Alors, on avait l'impression quand même que la raison pour laquelle ce qu'on appelle l'Union nationale s'est faite, c'est aussi largement en opposition aux deux programmes, donc deux alternatives qui sont proposées, c'est-à-dire l'alternative macroniste ou l'alternative de gauche, du nouveau Front populaire. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder le programme de vos adversaires et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vous dis très clairement, moi, j'ai pas épluché tous les programmes parce que je suis dans ma circonscription. Je connais déjà un petit peu, nos propositions, notre programme, je vais vous en parler. Mais j'entends effectivement les différents sons de cloche, je sais ce qu'ils veulent faire dans les grandes lignes, et surtout je vois quels sont les alliés. Par exemple, pour la France insoumise, on a une espèce de cohorte assez informe qui va du Parti socialiste avec François Hollande, qui a été ressuscité pour l'occasion, jusqu'au NPA, qui est un parti politique ultra violent, pour m'être confronté à leurs militants dans le cadre d'élections étudiantes, je le sais. Et je ne parle même pas de la Jeune Garde, qui est un mouvement, une milice d'ultra-gauche qui sont pris directement à des femmes qui ne partageaient pas leur avis dans la rue. Donc ce sont des groupuscules ultra-violents. Je vous laisse imaginer ce que ces gens feront si demain ils sont aux responsabilités. Donc nous devons tout faire. Et pourquoi est-ce que je parle d'eux ? Parce que si vous prenez les sondages aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est 35% dans les sondages, entre 33 et 35%. Et les sondages ne se sont pas trompés lors des dernières élections européennes. Le Front populaire, c'est 28%. Et loin derrière, à 18%, c'est La République en marche. Vous comprendrez donc que c'est la raison pour laquelle je me focalise sur eux, parce que manifestement, ça, c'est l'adversaire qui devient l'adversaire principal, très clairement. Et alors justement, certes, il y a parmi les scénarios possibles, il y a le fait que, quelque part, Emmanuel Macron parvienne à garder un peu la main quand même sur l'Assemblée nationale, en faisant élire un certain nombre de députés, sans doute moins que ce qu'il a actuellement. Peut-être même que son Premier ministre sera François Hollande. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, vous savez, c'est de la politique aérienne et j'ai pas le temps pour parler de ça, je préférerais parler d'autre chose, mais il est clair que François Hollande, il ne revient pas pour être simplement député de Corrèze. Je comprends bien que, vous savez, demain, cette alliance de gauche hétéroclite, est-ce qu'elle tiendra ? Et si elle ne tient pas, peut-être qu'une partie du PS se détachera avec une partie des LREM et quelques députés à gauche et à droite pour former un gouvernement sans vraie cohérence, si ce n'est de faire barrage aux extrêmes. Voilà, mais tout ça est assez pitoyable en fait. C'est vraiment une opération sauvetage pour eux. Il n'y a qu'un seul mouvement qui est dynamique, c'est nous. La gauche s'unit pour absolument se sauver. Le centre, l'extrême centre, essaie de se sauver tant bien que mal. Mais en réalité, on voit qu'ils sont complètement en train de s'effondrer. Il n'y a que nous qui sommes en dynamique. Vous parliez de coalition hétéroclite. On remarque quand même que dans l'Union nationale, il y a quand même maintenant des frexiteurs, en tout cas des personnes, un frexiteur, en tout cas des personnes assez marquées souverainistes, d'autres personnes qui sont marquées plus européistes, libérales, avec les électeurs d'Éric Ciotti. À côté de ça, même sur le plan économique, il y a des libéraux, donc des personnes qui sont plus étatistes ou socialistes, comme on préfère les appeler. Qu'est-ce qui réunit tous ces gens-là dans le fond ? Moi, je pense que la question, plusieurs tapés, d'abord la question fondamentale qui nous réunit tous ici, c'est la question de la survie du peuple français. Survie économique, survie migratoire. Voilà. Les Français sont dans une situation, je le vois encore plus dans le Cher, dans la ruralité,
dans une situation de détresse, une situation de précarité, ici une situation d'abandon telle que c'est une opération de sauvetage. Là, vraiment. Vous l'avez peut-être vu, les gens qui me parlaient sur le marché tout à l'heure, avec qui j'échangeais encore là, il y a quelques minutes, c'est vraiment sauvez-nous, quoi. C'est quand même prenant, quoi. Et aussi, bien évidemment, la question migratoire, puisque vous l'avez vu, on est dans le Cher. Dans le Cher, la question migratoire, hormis Vierzon, c'est vrai, et un petit peu Bourges, n'impacte pas les campagnes. Hein. Mais clairement, ils savent très bien que les villes ont changé, ils savent très bien que la France est en train de changer et qu'il y a un enjeu civilisationnel. Et ça, je pense qu'il y a une prise de conscience à droite et qui fait qu'on est prêt à mettre de côté certaines divergences pour essayer de bâtir un programme de presque plus que d'union. Moi, je parle de priorité nationale, dans le double sens. La priorité nationale, c'est notre programme, mais au sens de la priorité pour la nation. Et la priorité pour notre nation, c'est sa survie. Vous savez, les civilisations sont mortelles. Hein. La France peut mourir. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on se bat, accessoirement. Il y a des gens qui croient à la mélonisation du Rassemblement national, dans le sens où ce serait un parti qui, si jamais il devait être amené à être à la majorité absolue, serait obligé de faire des compromissions avec le président de la République qui garderait quand même certains leviers, qui en fait serait obligé d'édulcorer son programme. On parlait notamment de la réforme des retraites ou d'autres sujets dans ce genre. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement ? Sur la réforme des retraites, pour l'instant, je sais bien ce que j'entends dire, mais Jordan Bardella n'a rien annoncé. Il a simplement dit qu'on allait faire les choses étape par étape. Je veux dire, encore une fois, Emmanuel Macron, il a promis une réforme des retraites. Bon, il l'avait promis, c'était dans son programme. Il ne l'a pas fait dans les premiers mois. Il a mis un certain temps, plusieurs années à la faire. La preuve, il l'a fait dans son deuxième quinquennat. Bon, donc on ne peut pas tout faire en un jour, pas tout faire en 2 mois. C'est ça ce qu'on dit. Après, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je comprends tout à fait les craintes d'une partie, je dirais, du monde militant. Et vous êtes très suivi par le monde militant à droite, et je comprends tout à fait ces craintes. Moi, si je me suis engagé, c'est pas pour que le Rassemblement national devienne l'UMP. Au sens, elle peut devenir l'UMP sur un plan sociologique, mais si ce sont les mêmes trahisons que l'UMP, c'est hors de question. C'est absolument hors de question. Donc, nous avons bien conscience de ça, et nous avons pointé les trahisons de la droite là-dessus. Donc je vais vous dire une chose, si demain nous arrivons aux responsabilités, de toute manière, Jordan Bardella l'a dit, il ne sera pas le collaborateur d'Emmanuel Macron. Donc nous arrivons en position de force, majorité absolue. Par ailleurs, évidemment, il y a des domaines réservés du président de la République et il sera sans doute consulté pour les ministères régaliens. Mais pardon, l'essentiel, si ce n'est la totalité, quasi-totalité de la politique gouvernementale, c'est le chef du gouvernement, et donc demain Jordan Bardella qui l'amènera. Alors, qu'est-ce que Emmanuel Macron pourrait faire justement pour s'opposer, en termes de levier législatif, on va revenir un peu dans le technique, pour s'opposer à Jordan Bardella ? Alors il y en a un sur lequel il peut s'opposer, ça nous ramène à l'histoire constitutionnelle. Si demain nous décidons de légiférer par ordonnance, dans les années 80, il y avait eu un petit contentieux entre Jacques Chirac et François Mitterrand. François Mitterrand avait refusé, je crois que c'est l'article 38 qui dit, l'article 38 de la Constitution, le président de la République signe les ordonnances. Et on lui avait apporté des ordonnances de privatisation, à Mitterrand, que Jacques Chirac voulait. Et le président de la République avait dit, moi je ne signe pas, je ne suis pas un automate. Alors tout le monde s'était arraché les cheveux, les constitutionnalistes, en disant, mais signe, c'est impératif, ou alors Mitterrand avait dit, non, je ne suis pas un automate. Et qui pourra porter un recours contre ça ? Personne. Et si ce n'est pas signé par le président de la République, ça ne peut pas entrer en vigueur. Donc effectivement, si on veut légiférer par ordonnance, oui, ça va être compliqué. Évidemment, ça va être compliqué. Donc, ce qui est certain, il y a une certitude, mais que nous ayons la majorité absolue ou pas, c'est qu'à partir de demain, la situation à l'Assemblée nationale, elle va devenir, pas de notre fait, mais du fait surtout de la montée de l'extrême gauche, ça va devenir une situation, comment dire, il va falloir vraiment être accroché, quoi. Et on va se battre. Et je pense qu'en fait, c'est ça, il faut vraiment des combattants. Oui, donc il y a certaines personnes, des constitutionnalistes notamment, qui disent que ce qu'a fait Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale au milieu d'un mandat, c'est contraire à tout l'esprit des lois depuis une vingtaine d'années, tout l'esprit de la Constitution depuis une vingtaine d'années, qui veut que justement la Cinquième République soit pas un régime parlementaire, mais présidentiel, appuyé par le Parlement. Quel est votre œil justement de juriste là-dessus ? Il est certain que le président de la République, en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale, si demain nous nous exposons à une cohabitation, redonne, et ça c'était le cas depuis 1986, un certain primat à l'Assemblée.
La logique devrait être pour le président de la République, Marine Le Pen n'appelle pas à sa dissolution, mais la logique devrait être que de lui-même il démissionne, puisqu'il n'y aura plus véritablement de pouvoir. Il y a des pouvoirs constitutionnels, mais de fait, n'ayant plus une majorité à l'Assemblée nationale, je ne vois pas trop comment est-ce qu'il va pouvoir appliquer son programme. Après tout, peut-être que ça lui tient pas tant de ça à cœur. Mais il est certain que demain, je ne comprendrai pas très bien que le président de la République reste aux responsabilités. Pourquoi faire, hormis pour paralyser notre action. Donc la présidence de la République deviendrait un pouvoir négatif, un pouvoir parasitaire de la volonté du peuple. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je pense qu'il devrait partir. Et justement, dans les précédentes cohabitations, les présidents étaient restés. Oui, ils étaient restés. C'était le cas de 86 à 88, de 93 à 95 et de 97 à 2002. Mais cette cohabitation inaugurée par François Mitterrand était dénoncée dès l'origine comme une hérésie par les constitutionnalistes et en particulier par les gaullistes, puisque le général de Gaulle l'avait dit, et d'ailleurs il avait démissionné non pas après les élections législatives, mais dès l'instant qu'il y avait un scrutin, en l'occurrence un référendum en 1969, où il avait été désavoué. Donc là, ces élections législatives, si elles ne donnent pas une majorité à Emmanuel Macron, sont à l'évidence un désaveu. Et je vous rappelle qu'Emmanuel Macron s'implique considérablement dans cette campagne. Donc c'est la conclusion logique. Merci beaucoup Pierre Gentier. Merci à vous.